avec nous, président des Patriotes. Dominique Da Silva, bonjour, député de La République En Marche du Val d'Oise. Vous comprenez que le président de la République, il appelle Jean-Marie Bigard après ça? Bah écoutez, Jean-Marie Bigard, c'est un leader d'opinion. Enfin, mais là, il a fait un sketch. Je pense que. C'est pas un sketch, c'est un coup de gueule. Oui, mais enfin bon, ça a plutôt la forme d'un sketch, selon moi. Parce que d'un côté, il appelle à ce qu'on fasse plus attention, enfin, en tout cas, qu'on ait une certaine cohérence avec le port du masque. Et puis de l'autre, il veut quand même aller boire son coup. Et il demande à changer les guignols autour d'Emmanuel Macron. Oui, bah, c'est pour ça que je parle de sketch de sa part. Pour autant, il exprime quelque chose que les Français aussi ont fortement ressenti, et notamment les masques, ce qui est une réalité. On a sans doute manqué. Après, la responsabilité, je pense que des enquêtes regarderont de plus près ce qui s'est passé. Non, je pense pas qu'on ait menti. Je pense que finalement, les scientifiques n'étaient pas d'accord non plus. Donc, sur le masque, ils ont toujours été d'accord. Je me souviens qu'au début, certains prenaient. À part Jérôme Salomon. Non, il y en avait d'autres. Mais cela dit, il est vrai que cette question de masque est sans doute. Mais en tout cas, vous considérez que c'est le rôle du président de la République d'appeler quelqu'un comme Jean-Marie Bigard après un coup de gueule comme ça? C'est son rôle. Je pense qu'il l'a fait aussi pour lui montrer une forme il voulait montrer aussi aux Français qu'il sait aussi écouter et répondre sans doute à quelqu'un comme lui. C'est son rôle, là, Emmanuel Macron? Pour moi, pas du tout. Je pense qu'on attend du président de la République qu'il agisse, qu'il dise la vérité. Par exemple, il ne l'a pas dite sur les masques, puisqu'il a osé dire il y a quelques jours qu'il n'y avait jamais eu de pénurie en France, ce qui a quand même fait tomber tout le monde de sa chaise en entendant cela. Non, je pense que là, on est dans le sujet est important et Bigard a peut-être raison de le porter, c'est pas le problème, mais on est dans la guignolerie. Le président de la République qui passe sa vie à appeler des gens quand ils ont mis des petites vidéos sur Twitter. Ça veut dire qu'il est à l'écoute aussi, non? Non, ça veut dire qu'il fait de la com. Et ça veut dire qu'il a du mal à prendre sa fonction à la hauteur nécessaire et au sérieux nécessaire. C'est pour cela que d'ailleurs, à mon avis, le Premier ministre s'en sort beaucoup mieux dans les enquêtes d'opinion parce qu'il agit juste normalement. Mais on dit souvent que les présidents sont coupés à l'Élysée, sont coupés du monde. Là, ça montre aussi qu'il est à l'écoute de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, de ce qui se dit dans la société. Moi, j'ai le sentiment, depuis le début de cette crise du coronavirus, qu'Emmanuel Macron est coupé de la rationalité. Enfin, je le trouve fantasque, je le trouve bizarre, je le trouve étonnant, je le trouve pas à la hauteur. Il a des expressions, des postures, des manières de parler qui ne semblent absolument pas au niveau d'un président de la République. Et il fait de la com. Et vous savez, les Français sont pas dupes. Enfin, il passe maintenant sa vie à appeler des gens comme ça, à le faire savoir. Non, on veut juste des décisions. Voilà. Le sujet posé par Bigard est sérieux, effectivement, les libertés des gens, les libertés économiques aussi. Mais ça mérite simplement une action normale, pas de la com. Alors, vous voulez des décisions, les élections municipales, le second tour, ça aura lieu le 28 juin prochain. Comment ça va se passer? Vous regardez, on en débat juste après. Le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. Fin du suspense pour les élections municipales. Le second tour aura lieu le 28 juin, avec une garantie, la sécurité sanitaire des électeurs. Dans les bureaux de vote, avec par exemple les masques obligatoires et les règles de procuration assouplies, mais aussi pendant la campagne. La campagne électorale ne doit pas devenir un facteur de circulation du virus. Il conviendra donc de faire campagne différemment. Pour cela, place à l'imagination des candidats. Certains sont satisfaits de la date. Je crois que c'est une bonne chose parce que nos concitoyens ont besoin de clarté et l'ensemble des communes ont besoin d'exécutifs qui prennent des décisions. Mais pour d'autres, impossible d'organiser un vote aussitôt dans de bonnes conditions. C'est que le 28 juin, comme le 15 mars, le corps électoral dans son ensemble, vraisemblablement d'ailleurs les plus jeunes et vraisemblablement d'ailleurs les plus vieux, n'étaient pas au rendez-vous. La date du 28 juin reste réversible. Si les conditions ne sont pas réunies d'ici 2 semaines, les élections seront à nouveau reportées d'ici janvier 2021. Florian Philippot, président des Patriotes, c'est une bêtise, cette date? C'est une mascarade. C'est-à-dire que ça n'est pas sérieux, c'est pas cohérent. On peut pas à la fois voter qu'on est en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, avoir un Premier ministre qui est en situation de guerre, c'est ce que nous a dit dès le départ le président de la République, et qui en même temps sera lui-même en campagne, puisque je rappelle qu'il est candidat dans sa ville, y compris pour le second tour, et faire voter les gens, tout à côté en fermant les parcs et les jardins, en disant qu'on ne peut pas se déplacer à plus de 100 km de chez soi, en disant que sur les plages il faut absolument courir et le statique est interdit. Ça va être allégé d'ici le 28 juin a priori tout ça. Je sais pas. Enfin, en tout cas pour l'instant, on nous dit on vote l'état d'urgence, ça c'est certain, c'est jusqu'au 10 juillet. Par contre, vous pourrez voter
Donc il y aura des bureaux de vote, on appelle aux urnes plus de 20 millions de personnes quand même, mais vous ne pourrez pas faire campagne pour ceux qui sont candidats. J'ai entendu le professeur Delfrécy, qui préside le Haut Conseil scientifique, qui dit pas de marché, pas de réunion, pas de porte-à-porte. C'est quand même compliqué de faire campagne quand vous ne pouvez pas aller voir les gens et leur exposer votre programme ou vos idées. Par contre, vous votez. Donc j'ai l'impression qu'on se débarrasse des élections, comme déjà on l'a fait au premier tour, avec un taux de participation en baisse de 20 points par rapport à 2014, donc dans des conditions démocratiques très peu satisfaisantes. Là, on s'en débarrasse, on sait très bien qu'il y a des gens, que le virus soit encore là ou pas, moi je sais pas, peut-être que l'épidémie est déjà terminée. Donc c'est même pas le sujet. Je dis simplement il faut avoir de la cohérence dans la vie. Donc soit on en a, soit on se moque des gens, soit c'est boss, vote et tais-toi, c'est un peu le gouvernement actuel, soit c'est on est sérieux et on prend les gens pour des adultes et on leur dit à ce moment-là, bah écoutez, il n'y a pas de seconde vague, donc on va rouvrir les terrasses, on va rouvrir les Dominique Da Silva. Et on fera des élections quand on aura le temps de le faire. Philippot parle de cohérence. Je crois que justement, il n'y a pas plus cohérent que de faire un deuxième tour une fois qu'on en a fait un premier. Et 31 000 maires ont été élus dès le premier tour. Donc il y a moins de 5 000 communes aujourd'hui pour lesquelles il faut aller voter. On prend des mesures de déconfinement, les gens reprennent leur travail, on va dans son hypermarché où on peut se retrouver avec énormément de gens autour de soi, on porte le masque, voilà, bah écoutez, demain on ira voter avec un masque. Je pense que autant, je pense que la question aurait pu se poser le 15 mars, effectivement. Là, on aurait peut-être dû prendre une mesure, peut-être de ne pas aller voter tout simplement ces élections municipales et de ne pas faire le premier tour et reporter ça peut-être bien plus tard. On a fait ce premier tour, il faut maintenant aller au bout du processus, tout simplement. Et les mesures seront prises pour que les gens, évidemment, ne prennent aucun risque. C'était pas plus sage de faire ça en janvier ? Non, parce que est-ce qu'en janvier pour autant, est-ce qu'on aura fini avec ce coronavirus? On n'en sait strictement rien. Donc peut-être que ça sera... Et il y a une rentrée. Il faut préparer une rentrée. Enfin, la rentrée, c'est quand même les écoles, c'est quand même les associations, c'est la vie qui doit reprendre en septembre. Si vous n'avez pas de maire légitime pour le faire, c'est compliqué. Les maires, vous savez, en 2007, on a prolongé leur mandat d'1 an jusqu'en 2008, donc on a des équipes et des maires. On n'a pas commencé par un premier tour. Ça n'est pas un argument. Mais alors, à ce moment-là, il faut être cohérent. Ne nous votez pas l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet et rendez-nous nos vies et nos libertés. Si vous estimez qu'il n'y a pas de risque à faire une campagne électorale en juin et à voter, à réunir dans des bureaux de vote plus de 20 millions de personnes appelées aux urnes le 28 juin, alors ne votez pas... Alors, excusez-moi, ne votez pas l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet, ne dites pas qu'on ne peut rien faire, pas aller au cinéma, pas aller sur les plages, pas aller dans les parcs, pas aller à plus de 100 km de chez nous voir notre famille ou nos amis, et en même temps nous sommet d'aller voter dans des conditions qui sont détestables. Parce qu'il y a évidemment des gens, notamment les plus fragiles, les plus âgés, qui, comme au premier tour, vont pas oser y aller. Comment vous pouvez accepter comme démocrate un certain nombre de choses. Monsieur Da Silva, comment comme démocrate vous pouvez accepter qu'il y ait des gens qui n'osent pas aller voter comme au premier tour? Ce n'est pas satisfaisant du point de vue démocratique. On pouvait très bien attendre un petit peu, refaire probablement partout d'ailleurs les élections, ou pas dans les villes où effectivement le maire a été élu au premier tour, d'accord, et puis le faire dans des conditions démocratiques et satisfaisantes, en dehors d'un état d'urgence sanitaire. Il y avait... Alors la vraie raison aussi... on va laisser répondre. Il y a une raison que je voudrais aborder. Il y a le sénatorial en septembre, ouais. Et ça c'est la raison qui n'est jamais abordée. Ils ne veulent... Si on décale le second tour, on devra décaler les sénatoriales, et ça vous le savez, et ça c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, parce qu'ils ont des copains à caser au Sénat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à la date de septembre pour les sénatoriales. Ça, je trouve que c'est pas... Dominique Da Silva, député En Marche. Non, mais déjà, bon... qu'on soit en mesure effectivement exceptionnelle et en état d'urgence, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui la vie reprend. Enfin, je vais dire, si, évidemment, les gens... juste le droit de consommer et de bosser, c'est tout. Oui, donc... C'est pas la vie. C'est la vie, d'une certaine manière, qui reprend son cours. Les choses vont s'assouplir au fil du temps. Et aller voter, ne me dites pas qu'aller voter, ça sera plus dangereux que d'aller faire ses courses au magasin. Enfin, à un moment, il faut être raisonnable. Le masque sera... Dans un parc. Oui, il faut être cohérent, monsieur. C'est dangereux d'aller dans un parc aujourd'hui, d'aller sur une plage. Mais aujourd'hui, regarde. C'est beaucoup moins dangereux. Mais aujourd'hui, malgré toutes les mesures que l'on prend, ça n'empêche pas les gens de se retrouver dans les jardins. Vous voyez, on a même. Non, c'est interdit, soyez normal. Oui, c'est interdit. Il n'empêche que les gens y vont, etc. Là, ce qu'on demande, c'est la possibilité d'aller voter en prenant toutes les mesures qu'il faut pour éviter. Il y a une petite question qui se pose sur le vote, c'est qu'il va falloir voter avec un masque. Or, normalement, la règle électorale et le code électoral dit qu'il faut qu'on soit reconnaissable par rapport à ses papiers d'identité. Donc, comment on fait pour voter avec un masque en étant reconnaissable? Alors ça, j'ai pas la donc, réponse, nous on l'a peut-être, on est en direct avec Maître Maor Chiche, qui est avocat et docteur en droit. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. Vous me confirmez que quand on va voter, il faut qu'on ait a priori le visage découvert pour être reconnaissable?
Bonjour Jean-Marc. Et en fait, 62 du code électoral prévoit que l'on vote en étant non masqué. Alors il y a une exception, c'est pour les petites communes où les villageois se connaissent entre eux et où là il y a une tolérance, où on peut en effet faire confiance au président du bureau de vote et aux assesseurs pour voter sans vérifier l'identité formelle de l'électeur. Mais en effet, la question de la sincérité du scrutin est posée par le vote masqué. Donc, alors, comment va-t-on faire le 28 juin, puisque Christophe Castaner a dit qu'il fallait aller masquer dans les bureaux, et vous me dites que le code électoral, en particulier dans les grandes villes, on sait les enjeux à Paris, par exemple, ou à Marseille, dit qu'il ne faut pas être masqué. Les deux vont s'opposer là-dessus. Alors, idéalement, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, doit modifier le code électoral et faire voter un amendement lors du dépôt du projet de loi qui doit passer à l'Assemblée le 27 mai prochain. À défaut, il peut aussi prendre une circulaire comme il l'a fait pour le premier tour. Simplement, cette circulaire impérative serait fragile puisqu'elle irait contre les textes mêmes du code électoral et une circulaire ne peut pas modifier un texte de loi. Donc on est face à une situation juridiquement fragile. On a vu récemment que le Conseil d'État a des difficultés à sanctionner les écarts par rapport à la loi parce qu'on est dans un contexte de circonstances exceptionnelles avec l'état d'urgence, mais le droit doit primer et je crois que l'idéal serait de voter cet amendement électoral au code électoral. Après, une des questions qui se pose aussi, c'est que fait-on si un électeur vient au bureau de vote et refuse de porter le masque? On a vu aux États-Unis, par exemple, certains habitants refuser de porter le masque dans des hypermarchés et cette question pourrait se poser dans certains bureaux de vote. Autre question, mais si on vote masqué, comment s'assurer de l'identité des personnes qui sont dans le bureau de vote? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des plaintes derrière qui feraient invalider le scrutin en disant on n'a pas pu s'assurer de la vraie identité de tous les gens qui ont voté? Alors je crois que là, il faut faire preuve de pragmatisme et de confiance. Confiance au président du bureau de vote et aux assesseurs, puisque vous savez que l'ensemble des forces politiques sont représentées dans le bureau de vote et ils sont les garants finalement de la sincérité du scrutin. On l'a vu par exemple lors du premier tour où on ne touchait plus les cartes électorales, on ne touchait plus les cartes d'identité, on était à distance et on faisait simplement un contrôle visuel. Et je crois que pour ce second tour, on devra faire la même chose en faisant aussi confiance aux assesseurs et présidents de bureau de vote. Merci Maître Maorchiche, avocat et docteur en droit, d'avoir été avec nous. Florian Philippot, un vote qui va se faire sur la confiance, visiblement. Oui, je suis pas sûr que cet argument tiendra longtemps devant les tribunaux administratifs. Ben bon, écoutez, c'est une raison de plus pour dire qu'il fallait peut-être attendre un peu. Moi, j'appelle au boycott de cette élection. Vous appelez au boycott de l'élection? Oui, j'appelle au boycott parce que ça n'est pas satisfaisant de le faire dans ces conditions-là. On nous prend pour des idiots. On nous rend les libertés quand on veut bien nous les rendre, quand ça arrange bien le gouvernement et le pouvoir, on nous rend quelques libertés, aller consommer, aller travailler, aller voter parce qu'on a les sénatoriales qui arrivent, on a quelques copains à caser au Sénat. Par contre, on nous rend pas les libertés qu'on devrait nous rendre essentielles, d'aller voir notre famille, de pouvoir nous aérer, de pouvoir nous cultiver dans les musées, etc. Mais il fallait les faire quand ces élections alors? Le faire quand on n'aura plus de masque, le faire quand on sera sorti de l'état d'urgence sanitaire. Là, il court jusqu'au 10 juillet. Ou alors, il ne fallait pas voter jusqu'au 10 juillet. Je trouve que les priorités du gouvernement sont bizarres. La première loi qu'ils ont votée en sortant du confinement, c'est la loi Avia. Vous savez, c'est la députée qui a mordu un chauffeur de taxi. Une loi pour mordre notre liberté d'expression comme jamais. Elle s'applique à partir du 1er juillet sur Internet. Ça va être catastrophique. Un pouvoir délirant donné aux grandes plateformes YouTube, Google, etc., Facebook, contre nos libertés. Première loi, comme si c'était la priorité absolue. On nous a expliqué c'est parce que les fake news ont beaucoup circulé pendant ce confinement. Enfin écoutez, quand ça arrange le gouvernement, on fait les choses rapidement. Quand ça l'arrange pas, quand ça l'arrange pas, quand ça l'arrange pas, monsieur le député, on ne rouvre pas les terrasses, on ne rouvre pas ce qu'on devrait rouvrir. Vous savez, on laisse répondre Dominique Da Silva. Vous savez, les gens sont pas idiots. Alors pour cette raison-là, je dis, on aurait pu attendre et faire les choses dans des conditions démocratiques et républicaines satisfaisantes. Donc n'allez pas participer à cette mascarade, comme c'était déjà une mascarade le premier tour. Dominique Da Silva. Aujourd'hui, l'Association des maires de France s'est prononcée pour. Voilà. Monsieur Barouin. Les partis qui sont des partis de gouvernement sont plutôt pour. Donc, vous représentez sans doute ça n'est pas vrai. un électorat, mais globalement, et je l'entends dans ma circonscription,
les gens rechignent pas à aller voter le 28 juin, sachant toutes les mesures qui sont prises. Ensuite, il peut y avoir effectivement des questions d'ordre juridique par rapport effectivement au fait qu'on soit masqué. Voilà. Bon, mais ça, évidemment, qu'on est dans une situation exceptionnelle, appelle sans doute des mesures exceptionnelles. Mais j'aimerais dire quand même, on ne va pas se raconter d'histoire. Tous les assesseurs ne connaissent pas tous les habitants d'une ville de 50 000, 100 000 habitants. Il faut arrêter. Donc, même si le visage est découvert, ne me dites pas qu'on sait que la personne habite votre commune. Arrêtez. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Par contre, c'est vrai que c'est un point juridique qu'il faudra lever. Mais oui, mais c'est comme tout à l'heure, vous me dites que les jardins sont fermés. Ce n'est pas vrai qu'on connaît tous les gens de sa commune quand on est assesseur. Vous voyez bien que l'argument nous met dans une instabilité juridique pas possible. Soit il y a une loi et on la respecte. Enfin, vous êtes député, vous faites la loi. Donc soit vous dites qu'il y a une loi et qu'on la respecte, soit il n'y en a pas. Vous savez, on va dire il y a un entre-deux. On a voté à Paris avant la libération, avant l'armistice. Vous voyez, on n'en est pas là. Mais donc vous voyez, on prend des mesures exceptionnelles quand le moment vous voyez bien que tout ça n'est pas sérieux. Il fallait liquider cette élection parce que vous ne voulez pas vous dédire sur le 15 mars qui a été une grosse erreur. Il ne fallait pas maintenir le 15 mars. Et on l'a entendu, Florian Philippot, vous appelez au boycott de ce second tour des municipales. Bientôt. Non, je le dis, pour bien être compris, je veux le rétablissement de nos libertés. Je pense que ça suffit, ce confinement encore déguisé pour beaucoup d'acteurs économiques, d'indépendants et de Français tout court. Stop à tout cela, stop à cette mascarade. Donc il faut que le gouvernement soit cohérent et qu'il arrête avec cet état d'urgence. On l'a entendu. Merci Florian Philippot, merci Dominique Da Silva, député En Marche, merci Alex, merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et Non-Stop. Bye bye, à demain. Merci, au revoir.